Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezin, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là, c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs, apparemment. C'est bien dommage. Quel week-end de biathlon, les amis! Une véritable vague bleue s'est abattue sur le Grand Bornand pour cette 4e étape de Coupe du Monde. Les Françaises n'ont pas quitté le podium avec une Julia Simon retrouvée. Le duo Quentin Fillon-Maillet et Emilia Jacquelin nous ont offert une bataille féroce, ponctuée de victoires sur fond de dossard jaune. Le tout devant une foule en délire qui a littéralement porté des Bleus dans une forme olympique, et ce, à moins de 2 mois de l'ouverture des Jeux de Pékin. Vous l'aurez compris, c'est avec un enthousiasme débordant que nous allons débriefer cette nouvelle étape de Coupe du Monde pour ce nouveau podcast de biathlon en live. Alors autour de moi, pour parler de tout ça, il est fraîchement revenu du Grand Bornand après 4 jours de folie et des dossards de biathlètes plein les poches. Salut Émeric, comment ça va ? Eh ben écoute, ça va très bien. Épuisé et frigorifié de ces 4 jours par moins 7 degrés. C'était terrible. Ouais. Ok. Mais super content de ce week-end ensemble, puis de mes petits cadeaux que j'ai pu réussir à me ramener, quoi. Bon, ok. Quel dossard t'as pu avoir alors du coup ? Alors j'ai eu mes 2 potes américains, Jake Brown et Johan Reid. Cool. Et sinon j'ai eu Vanessa Voigt et Bénédicte Doll. Ah bah dis donc, t'as prévu d'acheter une petite vitrine, non, pour mettre tous ces dossards ? Ah, je vais les encadrer, obligé. Ouais, bah rassure-nous, tu les as pas arrachés quand même sur les athlètes. Non, j'aurais demandé poliment, gentiment, puis on a une image, ils ont quand même, offert avec plaisir. Live, on fait pas ça, ok. Ouais, parfait. Bon, elle sera la voix féminine de ce podcast. Non, ce n'est pas Marine qui se remet de sa semaine de bénévolat au Grand Bornand avec accès VIP à la buvette, mais bien Aurélie qui va nous éclairer sur cette semaine de dingue. Salut Aurélie, comment vas-tu ? Salut, ça va bien, écoute, après un week-end pareil. Ah oui, c'est sûr qu'on est content, on est pressé de débriefer tout ça. Et enfin, il a vu les chiffres de fréquentation du site biathlonlive.com s'affoler pendant toute cette semaine bleu-blanc-rouge, mais nul doute que cela a dû lui faire plaisir. C'est le patron de Biathlon Live, Hello Romain, en forme ? Salut Damien, salut Émeric et Aurélie, super en forme, comment ne pas aller après ce beau week-end de biathlon en France, et ces beaux résultats, j'ai hâte d'en parler avec vous. Les vacances arrivent limite un peu trop vite, en fait. On aurait voulu que ça continue. Ouais, une petite étape en plus, ça aurait été pas mal, tu vois, vu la dynamique. Ou un petit relais, une journée de plus avec un relais, ça aurait été sympa aussi. Ah, ok, oui, ouais. Bon on proposera ça à l'IBU pour l'année prochaine. Un jour de plus et on aurait vu Marine faire des roulés bourrés dans la neige. Alors, nous laissons les propos d'Émeric à Émeric. Nous ne cautionnons rien. On laisse Émeric s'exprimer. Allez, Cela ne nous regarde pas. Allez, au sommaire, les résultats du week-end, bien évidemment. On reviendra sur toutes les courses qui de jeudi à dimanche. On ira ensuite sur la Coupe du Monde hommes, en commençant bien évidemment par nos Bleus qui ont été exceptionnels. On parlera de tout ça et de la course au dossard jaune. Les Bleus sont plus qu'actifs maintenant sur cette course au gros globe, et bien évidemment on parlera des autres prétendants au général. On basculera sur la Coupe du Monde féminine, les filles, bien évidemment les Françaises qui ont fait un magnifique week-end, Julia Simon en tête, et puis on parlera comme pour les hommes, de la course au gros globe. On fera ensuite un point sur la semaine passée en IBU Cup et ensuite quelques news avant de terminer sur le programme de la prochaine étape, donc après les vacances. Allez, ne perdons pas de temps, c'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon en live. Jingle. On commence donc par les résultats de cette semaine au Grand Bornand, et c'est Émeric qui s'y colle. Allez, donc c'est parti. Alors, on a commencé avec des sprints. Honneur aux dames, Martelsbou s'est imposée devant la tricolore Anaïs Bescon, toutes les deux à 10 sur 10. Pour compléter le podium, donc on a la plus jeune des sœurs Reberg, Elvira, avec un 8 sur 10 et le meilleur temps de ski. Chez les hommes, c'était le retour du Grand Bœuf, comme un très grand site de biathlon l'a titré. Donc Johannes Beu qui s'est imposé avec un sublime 10 sur 10, devant 2 autres tirs avec le plein d'Edouard Latipov et du très jeune Philippe Andersen. Premier tricolore, Quentin a échoué à pas grand chose du podium
en 4e position. Ensuite, on a eu le droit aux poursuites le samedi avec, chez les dames, la victoire d'Elvira Heuberg devant Julia Simon, le retour, et la grande sœur des sœurs Heuberg qui termine 3e, donc pour mettre en sandwich notre Julia nationale. Chez les hommes, Quentin Fillon-Maillet nous a fait vibrer et a offert à la France sa première victoire à domicile du week-end. Magnifique course, il s'impose avec un bon temps de ski, joli tir devant Edouard Latipov et Vetle Christiansen. Et enfin, les courses des reines et des rois le dimanche, avec, chez les dames, le doublé d'Elvira devant un doublé en 2e place de Julia, et le premier podium en carrière de Restsova. Et chez les hommes, donc on a eu un doublé tricolore, avec Emilien qui s'impose devant Quentin, et en 3e position, Tariebeu. Merci Émeric. Allez, on passe à la Coupe du Monde avec ces messieurs. On va débuter bien évidemment par nos Français. Le dossard jaune est français, messieurs, dames. Il a même changé d'épaule entre Français pendant cette magnifique semaine. Avant de débriefer, la petite question habituelle. Quelle a été votre course homme du week-end? Écoute, Romain, c'est à toi. Je dirais la Mastart homme. Je veux pas être original, Ouais. mais bon. Ok, parce que c'est la Mastart, parce que... Non, pas forcément, mais bon, c'est un peu l'apothéose de ce week-end, de fait. Ok. Je crois qu'on n'aurait pas pu, en tant que Français, évidemment, on n'aurait pas pu rêver mieux. Enfin, on peut peut-être encore toujours rêver mieux d'un triplé et d'un quadruplé, si vous voulez, mais clairement, c'était incroyable. Et j'ai aimé aussi, surtout, la réaction d'Emilien après l'échec de la poursuite. Ok, Aurélie. Alors, ça a été difficile de choisir, mais je vais prendre la poursuite pour ma part, pour la dramaturgie totale de la course avec Emilien, Quentin qui arrive sur le pas de tir. Quentin on voyait son émotion à gagner cette poursuite aussi. Emilien aussi le lendemain, bien sûr, mais la poursuite était quand même dingue. Ok, bon, Émeric, tu nous arbitres tout ça? J'arbitre tout ça. Pour moi, la question va être vite répondue. C'est la Mastart. Parce que pour l'avoir vécu sur place, c'était plein d'émotions. Puis le doublé français, c'était magnifique, quoi, tout simplement. Tout ça. Ok, bah justement, Émeric, cette ambiance au Grand Bornand, on en a un petit peu parlé dans l'intro. En quelques mots, comment s'est passé ce week-end pour toi? C'était le feu. Les Français étaient soutenus comme pas possible. Les gens étaient complètement fous sur le bord de la piste. On a même vu des craquages de fumigènes. Ouais, on a parlé, enfin, sur les réseaux sociaux, tout ça, d'une ambiance de stade de foot. Tu confirmes ou pas? C'est ça. On a même vu des chants type stade de foot. Ça scandait les noms de tous les Français, des Françaises. Par contre, après, seul petit point négatif, moi je dirais, c'est que le public français est vraiment trop franco-français. Et dès que... Chauvin, tu veux dire? Ouais, très chauvin. Dès que tu sors des Tyrrell, Marthe, Johannes, Tarier et Lisa Doro, après les autres, c'est un peu difficile, quoi. Ils passent en bord de piste, t'as 2-3... T'as 2 pelés, 3 tendus qui les encouragent, c'est quand même assez triste pour eux, quoi. Ouais, c'est quand même respectueux, ça va. Ils restent respectueux. Les Russes, il y a quelques groupes de jeunes Français plutôt éméchés, avec 2-3 coups dans le nez, qui étaient pas très respectueux des Russes. D'accord. Mais sinon, dans l'ensemble, les Français ont été super bien supportés. Mais ouais, quand même cette petite touche de négatif, tu vois, je retirerais du public français, quoi. Ouais, il y a eu aussi... c'est pas très cool. Vu à la télé, alors je pense que ça a été plus fort que tout pour nos supporters. Je sais plus si c'était sur la poursuite ou la Mastart, quand Elvira Heuberg loupe sa 3e balle sur le dernier tir. On entend un petit enfin un peu... Oui, c'est ça. Pour avoir été dans les tribunes et en bord de piste, quand t'es dans les tribunes... ça crie sa joie quand ça crie sa joie quand les biathlètes étrangers ratent. C'est ce que les biathlètes étrangers avaient déjà remarqué précédemment du Grand Bornand. Ils l'ont déjà fait remarquer que c'était un peu une ambiance, certes, de folie, et je pense qu'ils apprécient, surtout après ces nombreuses courses sans public et les courses à venir sans public, mais qu'il y avait un peu de non-fair play, on va dire, ou que c'était pas pareil que dans les autres étapes où tout le monde encourageait tout le monde. Voilà. Bah justement, Romain, toi qui as pas mal bourlingué sur différentes étapes de Coupe du Monde, tu as été au Grand Bornand pas cette année, tu la vois cette différence avec les autres stades? Ah, complètement. Ouais, complètement. Comme par exemple, Aurélie le sait très bien, à Oslo, c'est un public qui est très international. C'est ça aussi la grosse différence, c'est qu'au Grand Bornand, c'est
la 99% des gens, c'est C'est des des Français, supporters ouais. français. Alors qu'à l'étranger, il y a beaucoup de supporters qui viennent des quatre coins de l'Europe. Et c'est ça aussi la grosse différence qui fait que le public est assez chauvin, on va dire, Ouais. en France. Et c'est aussi à l'étranger, comme au Oslo, à Hontels ou à Rupoling, c'est un public qui est vraiment connaisseur. Mm. Je dis pas Ouais. que ils connaissent rien au Grand Mornan, mais c'est des terres c'est de beaucoup plus biathlon. grand public, c'est- Ouais, il y a- c'est une étape plus jeune, le Grand Bornand aussi, mais Oui, ah, c'est un sport qui est récent en France aussi. Pour le public français, c'est un public jeune. Ouais. C'est vrai, Aussi, ça, c'est vrai qu'à Oslo, les gens qui vont à Oslo, ils y vont depuis 5, 10, 15, 20, Voilà. 30 ans, on va dire. Ils ont Ouais. leurs habitudes. après c'est ont super, leurs hein, c'est habitudes, super tu vois. pour nos biathlètes français, hein, ça les porte, hein, on l'a vu, hein, de toute façon ça a joué aussi, ça a mis un petit peu de pression sur le sprint. On a eu des interviews, hein, des biathlètes après, hein, la première balle apparemment a été dure à lâcher, hein, mais c'est vrai qu'il y a eu ça, mais bon, c'est une ambiance. Mais de toute façon, les supporters en France, enfin, moi je le vois aussi au niveau du rugby, c'est culturel aussi. Et je veux dire, on voit quand les matchs se déroulent en Grande-Bretagne ou en Irlande, quand il y a une pénalité qui est tirée par l'équipe adverse, il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un bruit. Ouais. Quand le match est en France, ça siffle, par exemple. Mais c'est culturel, hein, c'est un petit peu différent, Ouais. mais c'était le feu, Emmerich, hein. Ouais, et pour dire même une chose qui m'a impressionné, je m'y attendais, mais pas à ce point-là, c'est les gens partent avant la fin de la mass start des hommes dimanche. C'était la toute dernière course, donc ça peut se comprendre qu'il y en a qui aient Pour éviter les Des- bouchons, peut-être, non? ouais, éviter les bouchons, des Bah ouais. correspondances ou quoi. Mais à la fin du dernier tir, dès que Emilien a terminé son tir et qu'il partait pour la gagne, ça c'est un mouvement de foule de gens qui ont quitté le bord de piste, c'était impressionnant. Impressionnant. Comme les matchs Et de les- foot. Ah ouais, Ouais, c'est ouais, ça, mais comme même les pire, matchs. Bah, franchement. en même temps, c'est quoi? Il y avait 20 000 personnes, hein, c'est ça le dimanche? Ouais. Ouais, c'est ça, hein, c'est énorme, hein, le réseau routier au Grand Bornand. Bah, le Grand Bornand, c'est une vallée encaissée. T'as une route ça. d'accès, donc moi, pour vous dire, ça, j'ai il mis est- 1h30 à faire juste le tour du Grand Bornand pour quitter ma partir, place de ouais. parking. Et au niveau de l'accessibilité des athlètes, ça c'est un point positif. Les athlètes internationaux, oui. Ouais. Les Norvégiens, un peu compliqués, ils sont toujours en camion, donc c'est un peu plus compliqué de les avoir à la sortie des courses. Les Français, ils sortent à l'opposé des zones pistes, en fait. Ils sortent de l'autre côté vers la patinoire, donc c'est plus compliqué de les avoir, quoi. Mais Ouais. sinon, tous les autres, ils sont super sympas, quoi, Ils sont pour la accessibles, plupart. hein. Et vous Ouais. aussi, hein, chers auditeurs, hein, en commentaire, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos souvenirs de j'ai une cette question belle pour, semaine. J'ai une question pour Émeric. Ouais. Est-ce que, alors t'avais déjà fait le Grand Bornand aussi en 2019, est-ce que tu as vu des évolutions par rapport à il y a 2 ans? Est-ce que il y a eu des progrès dans certains points? Je sais pas, est-ce que... Bah, c'est toujours un peu le bordel quand tu veux quitter le stade, mais ça, c'est pas vraiment de la faute de l'organisation. C'est le fait que tu sois dans une vallée, en fait, et que du coup, bah, en plus, t'as le Grand Bornand qui est du côté de, il y a un petit cours d'eau en fait qui sépare le Grand Bornand du côté piste et du Oui, stade. oui. Et donc pour traverser ce petit cours d'eau, il y a que 3 points possibles, et ce qui fait que bah ça fait des gros goulots d'étranglement, et lors des fins de journée, quand les gens veulent quitter le stade ou quitter les bords de piste, c'est très 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 compliqué. Mais après l'organisation, tous les bénévoles avec qui j'ai pu échanger, ils étaient super sympas, c'était top. Ouais. Ok. Tu sens quand même que ça se professionnalise de plus en plus au fil des années, quoi. Il y avait plus de monde en termes de billetterie, hein, il me semble, hein, qu'il y a 2 ans. On était 59 000 et des brouettes. Pas tout à Ok. fait 60 000. Ok. Bon bah merci Émeric pour ces impressions. Allez, on passe à la course. On va remonter la semaine ensemble. Et donc moi la première question un peu, on va dire un peu provoque que je voulais vous poser, c'est pour vous votre bleu du week-end. Est-ce que c'est Émilien Jacquelin ou Quentin Fillon-Maillet? Allez Aurélie, on t'écoute. En termes de chiffres, je dirais Quentin. Quentin, ok. Émeric, Et ben Quentin aussi, ouais. Quentin, Romain. Ah, c'est compliqué. Allez bâtarde ma question, les bâtardes. Oh. Bah, c'est sûr J'assume. qu'en termes de chiffres, oui, peut-être Quentin, mais après en termes d'émotion, de bouleversement sur le week-end, j'ai envie de dire Émilien. De panache, en termes de panache, panache, c'est vrai que voilà. c'est Émilien, oui, c'est vrai. Ok.
Bon bah moi j'ai tranché la question en termes de résultats hein, comme vous. Hein. Pour moi, Quentin Fillon-Maillet est l'homme de la semaine. Donc avec une 4e place sur le sprint, une victoire sur la poursuite et une 2e place sur la mass start. Et même s'il n'a porté le dossard jaune qu'une journée, hein, il est de retour et idéalement placé pour jouer le gros globe. Le pensez-vous capable d'aller au bout? Ouais, je pense qu'il est bien armé pour aller au bout. Moi, j'attends aussi j'ai pas trop envie de m'avancer. Moi, j'attends surtout la première semaine à, à Oberhof. C'est souvent, il a souvent du mal à Oberhof. Ça lui avait souvent joué des tours par le passé. Mais sinon, vu la dynamique, là, on sent qu'il est parti et on sent que la concurrence n'est pas aussi forte. En tout cas, lui, il est fort, hein. Mais il y a quand même des portes ouvertes, clairement, pour Quentin ou même pour Emilien. Et On va y aller là quand même là. Enfin là bah, ça sent là, bon clairement, là, quand même. honnêtement, je pense qu'il se positionne comme étant l'un des 2-3 favoris vraiment pour y aller là. Là, il a vraiment. Là, c'est peut-être la saison où il peut aller le chercher, ce globe. Ah bah oui, un peu mon neveu. Là, on va pas s'enflammer, hein, même si ça Ah coûte non, rien c'est de pour ça, s'enflammer. je veux pas m'enflammer. Justement, c'est pour ça que je C'est surtout garde un eux peu qui des doivent pas pincettes. s'enflammer. Nous, on a le droit. Voilà. Mais là, clairement, ouais, je le sens bien. En plus, il a porté le dossard jaune, ça c'est fait. Maintenant, il y a le cristal à aller le chercher, c'est ce qu'il disait. Et oui, je le sens vraiment capable pour le faire, mais la route est encore longue et il y aura aussi une échéance importante qui va jouer un certain rôle dans ça, même si ça ne rapportera pas de points, mais bon, ça jouera forcément. Quelle est cette échéance, Romain? Les championnats d'Europe junior. Il veut pas dire. Non, il veut pas dire le mot, chers auditeurs. Ils ont le droit à un joker Jeux Olympiques par podcast. Une seule Donc cartouche. du coup, il veut pas l'utiliser tout de suite, Romain. C'est pour ça. Pour Emmerich, c'est bluff. Ouais, oui, c'est ça. Non, le joker bluff, on va le mettre de côté. Celui-ci. Et tiens, Ok. juste, Quentin, il a eu la chance d'avoir le dossard jaune en plus avec le numéro 1 sur la mass start. Ouais. Alors que tous ceux Oui, depuis ouais. le début de la saison, ils n'avaient pas le dossard 1. Donc ça fait un joli dossard jaune à garder. Hein. Ah, effectivement. C'est vrai. Même si ce dossard jaune, hein, il tient pas en place, hein, et justement, il est passé des épaules de Quentin Fillon-Maillet à celle d'Emilien Jacquelin. Enfin, il l'a pas encore porté. Hein. Donc Emilien Jacquelin, fidèle à lui-même, il a fait preuve d'orgueil hein, pour aller chercher la course des rois et s'emparer enfin justement de ce dossard jaune autour duquel il tournait depuis 2 semaines. Il a clairement annoncé par contre qu'il visait les Jeux Olympiques et pourtant il ne va pas pouvoir laisser tomber le général vu sa position. Hein. Est-ce que pour vous c'est un véritable casse-tête pour le Villardien? Je pense qu'à la base, l'objectif principal d'Emilien, c'est les Jeux Olympiques. C'est Mais ce qu'il a comme on annoncé, en dit, tout cas. la C'est ce qu'il a vient en annoncé mangeant. en préparation quand il Ouais. sortait de blessure. Exactement. Mais comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Il va avoir un beau dossard jaune sur les épaules début janvier. Ah bah il va vouloir le défendre, ça c'est sûr. En plus, il a tout fait pour aller le chercher sur les dernières courses. Il a eu du mal sur la poursuite, ça l'a travaillé. Il s'est perdu sur la poursuite, sur ses tirs debout. Et là, il l'a enfin. Et forcément, je pense qu'en plus, il est dans une position idéale où il est en tête du général, tout simplement, avec Quentin. Et s'il peut aller chercher le globe, il ira le chercher en plus des médailles, qui est aussi son objectif de la saison, son objectif principal. Mais ça va aussi devenir un objectif principal si, avant les Jeux Olympiques, il est toujours dans le coup pour jouer le classement général. Mais je pense qu'il aura à cœur de jouer sur les deux tableaux, ça c'est sûr. Après, les deux sont pas incompatibles. Je pense que là, il va jouer, il va forcément vouloir faire de son mieux chaque course à venir jusqu'en février. Et ça, enfin, voilà, je pense qu'après, comment on va dire, il va réévaluer ses objectifs en fonction de comment ça se passe avec les étapes pré-olympiques, on va dire. Et puis voilà, je pense que c'est pas, voilà, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Il peut essayer de jouer les deux. Et on voit souvent des leaders du général qui aussi ramènent des médailles aux Jeux Olympiques. Donc ça me paraît pas non plus impossible, insurmontable. Voilà. Il vous fait saliver quand même un peu ce petit duel franco-français ou pas? Ah, carrément. Ouais, vraiment. Vraiment. Par contre, moi, je pense aussi que pour le général, je mettrais plutôt une pièce sur Quentin. Je le vois plus tenir à l'endurance. Mais j'espère qu'il y aura un beau duel franco-français, ouais. Ouais. Bah, on avait dit en début de saison que Emilien Jacquelin, pour jouer le général, fallait qu'il soit régulier.
la donne est toujours la même. Hein. Voilà. Là, il est un peu Ouais. plus régulier depuis le début de la saison. Forcément, ça paye. Donc, il faudra qu'il poursuive jusqu'au bout. Sans rentrer dans une polémique de comptoir, la rivalité, elle est saine pour vous entre les deux? Ça va rester dans le domaine du sportif? Bah, elle paraît saine. Après, on va voir. Hein, parce que forcément, petit à petit, on va se rapprocher de la fin. S'ils sont toujours à quelques points, la tension va monter. Ça, c'est obligé. On sait qu'après, chez Norvégien, Jonas Bø et Sturla Omlegrit, c'était très bien passé entre les deux. À voir avec Emilien et Quentin, parce qu'on sait qu'ils ont quand même leur caractère. Hein. Et Ah, Eux, ils- Entre Johannes et Sturla, ça s'est bien passé parce que c'est le leader annoncé qui a Oui, quand même gagné c'est le vrai. Globe à la fin. voilà. Là, ils sont un peu les deux quand même. Même si Quentin reste en termes de chiffres devant Emilien jusqu'à maintenant en termes de carrière, mais ils sont quand même un peu les deux sur un pied d'égalité que pouvaient l'être Johannes et Sturla Ouais. la saison dernière. Oui, ils sont en quête de leur premier globe, hein, donc Voilà. clairement. Est-ce qu'il n'y a Et, pas eu déjà la petite première passe d'armes sur la poursuite quand Quentin double juste avant de l'entrée sur le pas de tir Emilien? Bah oui, c'est bon. Ah, il Ça s'est fait il s'est partie clairement du jeu. imposé. Enfin, je veux dire, il a rien fait d'illégal. Hein, en plus, c'est même pas avant de rentrer dans le stade. C'était 500, enfin, sur la montée. Ouais, juste après la côte, là, juste un petit peu après ouais. la côte, ouais. Oui, et puis il a bien fait. Quentin, il est là pour jouer sa partition à lui. Il n'est pas là pour servir la soupe à Emilien Ouais. et donner une victoire à Emilien. Donc après, Quentin, il fait son jeu. À Emilien d'ajuster ou de s'adapter, on va dire, ou de faire son jeu à lui aussi. Mhm. Mais c'était intéressant quand même comme Et, course. et surtout, on boit du petit lait quand même, parce que là, on est dans des comparaisons, mais on a deux Français qui sont en tête du général, qui semblent en très très grande forme, et enfin, c'est un truc, je sais même pas si c'est déjà arrivé, d'avoir deux Français qui luttent pour la première place après 4 étapes. Bah, on a eu encore mieux. En 2020, avant les mondiaux d'Antols, Ouais. nous avions Martin Fourcade en tête devant Quentin Fillon-Maillet et Simon Détieux. Ouais, mais est-ce que il y avait il s'était Non, aussi serré? alors, Martin avait quand même quelques longueurs d'avance et Voilà. on se souvient, c'était Jonas Bø qui était parti en congé paternité le temps de quelques semaines. Ouais. Mais oui, il Ouais, n'y a pas c'était eu. c'était un peu différent. C'était un petit peu différent. Bah, après, je sais que Quentin, quand même, sur les dernières étapes, avant que Jonas Bø remporte le Graal, était quand même remonté un peu sur Martin. Hein. C'était quand même assez serré entre les trois, avec le Norvégien mais c'est vrai, là que oui, il y a quand même une tendance française, mais il faut pas non plus oublier qu'il y a Mais le monde oui. derrière qui est pas très loin. Hein. Christiansen, Samuelsson, c'est tout proche. Hein. À Italon, Justement, ouais. Émeric, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel général là, pour les premières places, les écarts? Ouais, bah ouais, pas de souci. Donc, Emilien est en tête avec 371 points. C'est une place de mieux qu'à la fin du week-end précédent. Quentin, deuxième avec 369 points, pardon, donc 2 points de moins. Il gagne 2 places par rapport à la fin du week-end précédent. Et en troisième place, ça n'a pas bougé, c'est Christiansen avec 347 points. Ouais. Et après, Et, je crois que l'écart avec Johannes Bø est de une soixantaine de points. C'est 61 sixième, non, points. c'est ça 61 points. il ouais. est toujours septième. Johannes, il n'a pas bougé, 310 points. 310 points. Ok, bon bah c'est ultra serré. On va en parler des autres prétendants au général. Dur pour Quentin quand même. Finir deuxième, enfin avoir le dossard jaune, finir deuxième d'une mass start et le perdre. C'est vrai que ça doit pas arriver souvent, ça non plus. Mais bon, ça voilà. Ouais, bah, c'est- le niveau est très élevé, hein, et le niveau est très homogène hein, chez les hommes. c'est Hein. serré. Certes, les Français sont en tête, mais ils sont pas non plus largement. Il n'y a pas une totale domination française. Hein. Il y a eu les Suédois, Samuelsson à Östersund, Christiansen sur le autrichienne et aussi un peu en Suède. Et là, on a vu les Français. Et puis la du côté Tipov, du Grand Bornand. la Tipov, C'est un- forme de sa vie. Ouais, et Latipov qui n'a toujours pas gagné, mais qui est toujours placé, donc ce qui fait qu'il est cinquième au général avec 336 points, donc dans le coup, hein, clairement. Donc ouais, c'est un peu les chaises musicales là entre tous, et on sait pas encore s'il y en a un qui va pouvoir s'envoler comme on a eu par le passé. Hein, Ouais, mais c'est très, très intéressant. Après les années de Martin qui dominait le général, puis Johannes, il y avait un petit peu l'année dernière, mais c'était entre Johannes et Sturla. Et c'est vrai que cette année, c'est vraiment, vraiment intéressant à suivre, un général aussi ouvert. Et puis d'un point de vue statistique, excuse-moi Émeric, je te grille la politesse. C'est donc la première victoire en Coupe du Monde pour Émilien Jacquelin. Il avait gagné deux
2 championnats du monde, hein, mais là en Coupe du Monde c'était la première. Et il me semble que Quentin c'était sa 8e, c'est ça? Ouais. Ouais. Et Huitième, qui en fait le 3e plus grand vainqueur individuel en Coupe du Monde français, derrière Martin Fourcade et Raphaël Poiret. Voilà, il y a un peu de marge là. Ouais, par contre, oui, là, il va falloir que, pour rattraper il doit être à une quarantaine de victoires. Je Raphaël crois que c'est Poiret, 44. 44, ouais. Donc là, il y a, il y a de la marge. Mais bon, c'est déjà, c'est un chiffre plutôt intéressant, mais nul doute qu'Emilien va lorgner sur cette 3e place du podium. Oui. Et on compte sur les vidéos d'Antonin Guigona pour nous faire vivre la bataille entre les deux tricolores de l'intérieur. C'est vrai, Inside. Ouais. Inside. C'est pas une production Netflix, c'est une production Antonin Guigona. Voilà. Qui nous fait vivre la saison des Bleus de l'intérieur. C'est sur YouTube, hein, je crois, C'est ça, sur sa chaîne perso, Antonin Guigona. Sur sa chaîne perso. Ok, bah justement, tu parlais d'Antonin Guigona, on va parler des autres Bleus brièvement, hein. Désolé pour eux. Hein, il y avait deux stars sur cette semaine-là. Bah tiens, écoute Romain, si tu veux nous parler de Simon, Fabien et puis Antonin, on t'écoute. Ouais, pas de souci. On va commencer par Simon Détieux. Donc Simon sur le sprint qui avait été terminé à la 13e place avec un 9 sur 10. Ensuite, sur la poursuite, il avait un peu reculé à la 17e place avec un 16 sur 20. Et enfin, fin de week-end un peu compliqué puisqu'il n'a pris que la 23e place sur la Mastart avec un 17 sur 20 à 1,30 d'Emilien Jacquelin. Pour Antonin Guigona, le week-end avait commencé avec une 22e place sur le sprint avec un 8 sur 10 au tir. Ensuite, sur la poursuite, il a reculé d'un rang à la 23e place avec un 15 sur 20. Et enfin, sur la Mastart, il a terminé à la 16e place avec un 18 sur 20. Et enfin, pour Fabien, alors, ça avait très mal débuté la semaine, puisqu'il avait terminé qu'à la 40e place sur le sprint avec un 6 sur 10 au tir, donc début très compliqué devant son public, mais il s'était parfaitement ressaisi sur la poursuite en faisant une sacrée remontée, 26 places de gagné, 14e avec un 19 sur 20, et enfin sur la Mastart, c'est une déception parce qu'il a fait course en tête quasiment tout au long, il s'est raté malheureusement sur le dernier tir, et il a terminé finalement à la 14e place avec un 17 sur 20. Ok, merci Romain. Émeric, un petit mot sur Chouchou, sur Eric Perrault. Sur mon chouchou. Ouais, bah j'ai eu la chance de le voir entre les deux Mastart du dimanche, donc j'ai discuté un petit peu avec lui brièvement. Okay. Et du coup il a participé malheureusement qu'au sprint, il termine 68e, il se qualifie pas pour la poursuite. Il fait tir couché compliqué. Ouais, il fait la double faute sur le tir couché, il termine à 7 sur 10, il s'explique pas trop cette double faute. Il avait un peu, au moment où il m'en a parlé, donc il m'a dit qu'il avait un petit peu du mal à la comprendre. Mais sinon, à part ça, il était super content d'être là au Grand Bornand, de skier à domicile en France. Il est super content aussi d'avoir récupéré ses premiers points en Coupe du Monde, et puis c'est de bon augure pour la suite pour le début de l'année 2022, quoi. Donc on lui souhaite il savait que t'étais dans tout le meilleur. Il savait que t'étais dans les tribunes, c'est pour ça qu'il a stressé. Ouais, il s'est dit il y a Émeric dans les tribunes. Oh là là. Faut pas que je me loupe, Et là, double faute. Il a eu la pensée et il a bloqué. Et voilà. Ok, merci Émeric. Allez, on va parler de la course au gros globe. Donc on en a déjà parlé avec nos Français, bien évidemment. On va parler de notre cher Johannes Beu, qui a donc débuté la semaine en fanfare, en reportant le sprint du Grand Bornand après un début de saison plus poussif que d'habitude, mais la suite de sa semaine française a été beaucoup plus mitigée. Est-ce que pour vous, ce sprint gagné, justement, c'était une victoire en trompe-l'œil? Ouais, je pense. Alors trompe-l'œil, j'avais déjà dit ça le week-end précédent. J'avais dit que ce week-end à Orfilsen, il n'avait pas été forcément récompensé comme il l'aurait dû parce que c'était son pire week-end de l'hiver, même depuis de nombreuses années. Et pourtant, il avait affiché une meilleure forme et sur le relais, il avait été très performant. Mais là, sur ce sprint du Grand Bornand, certes, il a gagné, mais c'était pas encore du grand Johannes. C'était pas le Johannes 2 qu'on avait déjà eu au Grand Bornand il y a 2 ans ou même en 2013. C'est son 10 sur 10, clairement, qu'il fait gagner. Alors, c'est la base du biathlon, le 10 sur 10. Complètement. Mais c'est... Ouais.
Ouais, mais complètement, ouais, parce que en temps de ski, alors il est pas largué, hein, il a le troisième temps de ski derrière Quentin et Emilien à 7 secondes du Villardien. Mais il manque un truc, il manque un peu de magie sur les skis. On voit, c'est sur la mass start, hein, tout de suite il fait une faute sur coucher. Et en fait, c'est jamais Johannes qui fait l'effort, il s'est mis dans les skis de Quentin, ou après, sur la fin, il s'est mis dans les skis de son frère. Généralement, quand même, un Johannes Beu, c'est lui qui fait l'effort, qui ramène tout le peloton, ou tous ceux qui peuvent le suivre. Là, il manque un truc, et pour moi, ouais, cette victoire, ça signifiait pas le retour du grand bœuf, même si on l'a dit, mais bon, c'était plus pour le jeu de mots, vous avez compris. Mais ouais, pour moi, c'est pas le retour du grand bœuf au Grand Bornand, et c'est quand même une première partie de saison compliquée quand même pour Johannes. Alors, il est quand même septième du général, mais c'est pas sa place qu'on aurait pensé avant ce début de saison, et ouais, et même après la suite du sprint, ça a été assez compliqué, hein, sur la poursuite et la mass start, comme je disais. Il fait beaucoup de fautes aussi. Je trouve que Johannes fait aussi beaucoup de fautes. Il va moins vite, c'est certain. C'est plus c'est pas cette année, cette saison, le Johannes qu'on a connu. On le voit qu'il temporise même sur la piste par rapport aux années précédentes où il était plus conquérant, on va dire, plus à la Emilien. Et puis je trouve aussi que même le tir, je pensais qu'il temporisait pour assurer ses tirs, mais même les tirs sont assez hésitants quand même, là, souvent. Peut-être qu'il était au max, hein, aussi, hein. C'est pour ça que ses tirs sont C'est possible. compliqués. Ouais, c'est possible. Parce que sur l'avant-dernier tour, il est dans les skis de Tariebeu, son frère. Il s'accroche, on voit qu'il s'accroche, donc il y a l'élastique qui est prêt à casser, et au final, sur le dernier debout, il fait 3 fautes, hein. Ce qui arrive jamais de sa part, hein. Surtout que le debout, c'est souvent ça qu'il sauvait ces derniers temps, même depuis aussi l'an dernier. C'est devenu son tiers fort, le debout, où il fait de sacrées différences pour gagner ou remonter en tête de course. Là, clairement, ça a été compliqué, que ce soit le coucher ou le debout, là. Et puis il y a un signe pour moi qui trompe pas non plus, hein, c'est notamment on le voit sur la mass start, un Johannes Beu qui fait une faute à un tir, il mange sa faute sur le tour suivant. Enfin, on était habitué à le voir faire ça, revenir aussitôt dans le peloton. Ouais. Là, ça n'a pas vraiment été le cas, hein, si je me trompe pas. Ouais. Après, Quentin non plus n'a pas réussi, hein, à remonter. Après, Ouais. ils n'ont pas été aidés aussi par un Emilien qui a tout fait exploser dès Par le la début fusée, du deuxième tour. Mais Quentin et Johannes se sont suivis une bonne partie de la course, même ils étaient Ouais, ensemble. Ouais. Ah, tu vois, ouais, justement, j'en parlais sur l'avant-dernier tour. Quentin a tout fait exploser aussi en revenant sur Lettner, je crois. Et finalement, il a ramené tous ceux qui sont derrière lui, donc Tariebeu, Johannes. Mais après, bon, Johannes Beu a explosé aussi ce tour-là, d'ailleurs, a explosé aussi. Là, les protagonistes de l'an dernier sont en difficulté. Ouais. Et pour autant, pour l'avoir vu après la course et tout, même rentrer avec le camion de toute l'équipe, j'avais pas l'impression de le voir. Enfin, sur son visage, je le sentais pas trop défaitiste, Affecté. quoi. Ouais. Je pense là pour le coup, je pense que lui, il a vraiment redéfini ses objectifs de saison. Je pense qu'il mise maintenant, qu'il a d'autres objectifs. Je dis pas qu'il a abandonné le général, mais je pense qu'en tout cas, c'est plus l'objectif principal. Ouais. Alors, pour apporter un peu au débat, hein, notamment, parce qu'on en avait parlé sur la glisse norvégienne, hein, savoir si ça venait pas aussi de ça. Il y a une interview très, très intéressante qui est tombée la semaine dernière sur Eurosport de Grégoire Deschamps, qui est le responsable glisse en fait, hein, de l'équipe de France. Et pour lui, il le dit clairement, c'est un faux débat, hein. Pour lui, Johannes Beu, il est moins bien, et le niveau de l'équipe norvégienne est bon, quoi. Il voit pas de différence. Alors il argumente, hein, en disant que souvent en fait les techniciens des différentes nations se rencontrent après les courses pour comparer un peu, et donc s'il y avait des choses sur les skis norvégiens, il s'en serait aperçu, et il dit que c'est exactement les skis norvégiens et français sont au même niveau, qu'il n'y a pas de problème de ski, quoi. Alors bon, Moi, j'avais lu un article pour rebondir sur ton rebond que Romain m'avait envoyé, norvégien, où justement il cherchait à savoir si c'était un problème de forme, un problème un problème de fart. Et donc en fait, l'entraîneur sportif, lui, disait que ça pouvait être un problème de fart, et le responsable technique disait que non, c'était un problème de forme. Les Là, il se athlètes, renvoyait la balle, quoi. oui, ils se renvoyaient la balle, et puis les athlètes, eux, ils étaient plutôt dans un mix des deux, où ils disaient que ça aide pas d'avoir des mauvais skis, ça aide beaucoup d'avoir des bons skis, mais qu'ils pensaient pas que ça pouvait être qu'un problème
de Fart donc en fait ils étaient un peu Ils sont perdus, quoi. ouais, ils étaient un peu Alors- un peu perdus, un peu entre deux chaises, ils savent pas trop expliquer pourquoi ils sont moins dominants. Alors, Grégoire Deschamps, il ajoute que pour lui, la différence en fait sur le nouveau fonctionnement, hein, vous savez que le fluor, enfin une certaine molécule de fluor n'est plus autorisée. Le fluor existe toujours, mais pas cette molécule-là. Pour lui, ça fera une différence sur une neige mouillée. Ce qui n'a pas été le cas depuis le début de la saison pour lui. Sur les neiges qu'ils ont eues, il n'y a pas de différence en fait. Donc c'est parole contre parole. Hein. Oui, enfin, au-delà de là, il peut y avoir des erreurs de Fart, sans parler même des interdictions de fluor ou d'un nouveau type de Fart, devoir s'adapter puisqu'il y a un type de fluor qui est non autorisé. Des erreurs de fartage, on en a vu régulièrement. Ça Mais fait c'est quand vrai même que- beaucoup d'erreurs, là. Mais c'est vrai que là, c'est vrai que ça. Là, c'est une continuité C'est une, pour c'est une Johannes. continuité, oui, c'est vrai. Pour Johannes, c'est pas que pour Johannes, pour Ingrid, pour Tyrrell, pour Mais- beaucoup de Norvégiens. Moi, ce qui me fait dire quand même que c'est un problème de forme, c'est que Johannes Bö a quand même du mal à finir les courses. Sur Orpheldon, il a énormément eu du mal. Sur le sprint aussi, il a perdu beaucoup de temps sur la fin de son tour, sur le dernier tour du sprint. Et même sur la mass start, il ressort 20e, il finit 20e. Enfin, il ressort 20e du tir debout, du dernier tir, et il finit 20e de la course. Il n'a repris aucune place. Alors qu'autour de lui, il y avait des Thomas Borbolini, c'est pas des fusées non plus sur les skis. Hein, Ouais. Puis Christiansen, il a jamais été aussi rapide que cette année sur les skis. Hein. Donc, Ouais, donc Ouais. pour moi, J'ai l'impression que les autres Norvégiens hommes sont dans une forme à ski correcte quoi, enfin par rapport à leur standard quoi. C'est ouais, Ça ils sont ça dépend qui, quoi. Tu prends Johannes Dahle, tu prends Johannes Bö, ils sont quand même en dessous de ce qu'on pourrait attendre. Johannes Dahle, même peut-être que le Sturla. mal est plus profond que ça, mais Oui, je pense, mais je veux dire, ils sont pas non plus au niveau où on aurait pu les attendre en sortie Bah, de saison dernière. ouais. Si tu prends les 3 têtes d'affiche, Johannes, Tarrier et Sturla, enfin, même les 4 du coup avec Christiansen, t'en as 3 qui à ski ont régressé et un qui a nettement augmenté. Donc, ouais. c'est quand Ouais. même Sur étrange. les- Hein, ouais. Sur les formes. Chez les filles aussi, c'est pareil. Il y a aussi Ouais. les leaders aussi qui ont régressé. Donc, ouais. C'est vrai. Bah justement, on parle de la Norvège, hein, Romain, c'est la bombe qui est tombée, entre guillemets, la semaine dernière. Et bien, cette course au gros globe, et bien, les Norvégiens risquent de perdre, notamment Johannes Bö, de perdre pas mal de points en janvier prochain. Tu nous expliques ? Ouais, et évidemment, ça peut être un tournant, tout simplement, pour la course au gros globe, puisque normalement, les leaders norvégiens devraient faire l'impasse sur l'étape de RuPaulling. Tous les leaders, sauf Marte Holzboe, qui, elle, ferait l'impasse à Antols. Alors que les autres, ils seraient bien. Donc, Johannes Bö, Tarjei Bø et compagnie donc, seraient absents à RuPaulling. Ils seraient en stage en altitude en attendant l'étape d'Antols. Et après, il y a des interrogations sur Vetle Christiansen, étant donné qu'il joue le général, qu'il est bien placé. Il réfléchit encore, il n'est pas encore sûr de faire l'impasse, tout dépendra sa place après au Burhoff. Mais en tout cas, ouais, normalement, ce qui est prévu, c'est que les Norvégiens fassent l'impasse sur l'étape en Bavière. Alors, quand tu dis impasse, bien sûr, les Norvégiens présenteront quand même une équipe, Oui, mais oui. Sans les leaders. On va avoir du Andresen, du Bakken, voilà. On va avoir la jeune garde, ouais. On va avoir les noms qualifiés aux Jeux Olympiques. Je pense que c'est les qualifiés Oui, des Jeux alors- Olympiques qui éventuellement Christiansen, Exactement. qui sauteront RuPaulling. Les noms des qualifiés pour les Jeux Olympiques ils seront connus après l'étape d'Oberhof. Ok. Donc, c'est sûr que là, c'est un tournant, parce que, notamment pour Johannes Bö, clairement, s'il participe pas, avec déjà le retard qu'il a accumulé, les jokers, il en a déjà grillé un bon. je L'étape crois, d'Oberhof va être hyper cruciale pour Ouais. Johannes Bö. Déjà, il a 60 points de retard. S'il n'arrive pas à rattraper son retard, je pense que ça sera fini. Parce que, alors, Ouais. on se souvient du cas de 2020, il Oui. avait loupé 4 courses, mais la différence, c'est que les mondiaux comptent pour la Coupe du Monde. Donc, il avait déjà pu cumuler des points, rattraper son retard sur ces courses-là, alors que Et- les Jeux, Et il Il y était a pas de point. il était ultra dominant sur il était cette en saison-là forme. aussi. Oui. Exactement, il était en forme. Et Il gagne après pour les un Jeux, il ne point, restera un que point 7 ou deux courses. points. Enfin, Donc Ouais. faites les calculs, s'il a 2-3 courses de retard avant les Jeux, Mais c'est surtout que quand il a fait ses impasses en 2020, il était dossard jaune quand il fait ces deux impasses-là. oui, il avait une victoire d'avance sur la Voilà, concurrence. alors que là, il a une victoire de retard, quasiment. Ouais. Voilà. Donc, Et on sait en plus que ça s'était pas joué à grand chose, à 2 points je crois face à Martin. Donc Ouais.
S'il fait l'impasse, pour moi, c'est fini. Enfin, je vois pas, ça risque d'être compliqué. On peut le dire. Pour Aurélie, pour Marthe Holzbou, c'est un Alors, peu différent. Hein. C'est un peu différent parce que Marthe l'avait très bien expliqué dans un autre podcast, celui de Thierry Lecoff et Ingrid Tendrevol. Elle a toujours, depuis qu'elle est toute petite, elle a des problèmes de santé, donc elle a un plan d'entraînement adapté. Donc elle va passer les derniers jours avant de partir en Chine en altitude pour adapter son organisme à l'altitude olympique. Je vais être peut-être pénible, tu as peut-être pas la réponse, mais ces problèmes de santé, est-ce que tu as peut-être une explication exactement ce que c'est pour les Alors, personnes qui nous écoutent? Si je me souviens bien, déjà elle a de l'asthme et je me rappelle plus le reste, mais je pourrais vérifier et vous le redonner au prochain podcast éventuellement. Mais en tout cas, elle a toujours eu un plan beaucoup plus light d'entraînement que le reste de l'équipe féminine. D'accord. Elle expliquait ça très bien, donc elle fait parce que si elle en fait trop, elle se grille beaucoup plus vite que les autres. Ok. Mais ça lui réussit visiblement. Hein. Ah bah oui. Oui. Sachant quand même que le choix norvégien, donc bon, en termes de Coupe du Monde, on verra pour Christiansen, hein, mais quand on voit la fenêtre qu'il y a entre la dernière étape de Coupe du Monde et le début des Jeux Olympiques, c'est super court. Hein. Ouais. Donc c'est sûr que bon, peut-être que le gros globe va être un peu délaissé. Par contre, il risque d'arriver en meilleure forme. Enfin, d'ailleurs, c'est l'objectif aux Jeux Olympiques de Pékin plutôt que les Français. Hein, mais... Ouais, et je sais pas dans quel état de forme aussi ils vont arriver à Antols. Ça va être bizarre. Enfin, ce mois de janvier va être très bizarre, je pense. Parce qu'on parle des Norvégiens, mais les Suédois, je crois aussi, certains vont peut-être faire des impasses. Va falloir s'accrocher à savoir qui est là, pas là, qui est toujours en course pour le gros club. Du côté de la France, il n'y a aucun indice, rien là-dessus, il n'y a rien qui a été dit. Si, Vincent Vitoz, alors il n'a pas dit clairement, mais il a dit qu'il ne fera pas les mêmes choix que les Norvégiens, que les Scandinaves, pardon. D'accord. Il ferait pas les mêmes choix. Il fera la passe sur les Jeux Olympiques peut-être. Donc ce qui veut dire, voilà, c'est ça, exactement. Ils vont privilégier les championnats d'Europe junior. Ouais. Et non, les Français, généralement les Français n'ont pas l'habitude de faire des impasses, en tout cas en équipe, en collectif, avant des grandes échéances comme celle-là. Après peut-être des athlètes, eux voudront personnellement les faire, mais faire une impasse. Mais ce n'est pas prévu en tout cas au programme. Normalement que les Français loupent une étape de Coupe du Monde et on voit mal quand même Quentin et Emilien en faire une vu leur position. C'est certain. Ouais. Après, c'est des plans d'entraînement qui sont décidés avant même le début de saison, qui sont différents visiblement entre certains pays. Ouais. Ok, donc vous l'aurez compris, hein, chers auditeurs, cette course au gros globe sera forcément tributaire des impasses ou non. Hein, donc c'est ça qu'on suivra. D'ailleurs, Aymeric, c'est super serré, on l'a dit tout à l'heure, 61 points entre Emilien Jacquelin et Johannes Beu, qui est 7ème. Bon, sur les autres prétendants, Christiansen, Tarjei, Samuelsson, Latipov, tu sens comment? Je le sens bien pour Christiansen. Parce que, comme on le disait, il prévoit peut-être pas de faire des sauts d'étape comme les autres de ses coéquipiers. Et puis, j'ai misé sur lui, donc il a intérêt déjà. Ouais, c'est ça. Bon, Tarjei, s'il fait un pass, on peut peut-être le mettre de côté. Tarjei, non, ouais, j'y crois pas trop. Edouard Latipov, c'est vrai qu'il est très régulier depuis le début de la saison, mais de là aller chercher on le sait général, pas. non. Là, on sait pas, Latipov. Ouais, puis on n'a pas de recul, quoi. C'est énigmatique, quoi. La saison Ça dernière, peut peut-être devenir le prétendant des Français, hein. Enfin, si tous les Scandinaves font l'impasse au final. Ouais, s'ils le font, ouais. Mais Christiansen, je pense pas qu'il fera l'impasse, ouais. Enfin, j'ai du mal à y croire. Samuelsson, il est parti comme une balle là en début de saison. Un peu plus dur pour lui au grand Ouais, il était en 6ème tout le long depuis le début de la saison, là. Il a rétrogradé en 5ème, je sais pas. Ouais. Non. Samuelsson. Après, Samuelsson, c'est une année olympique. On sait ce qu'il a fait il y a 4 ans. Ouais, c'est un homme de jeu aussi. Hein. Parce qu'il part quand même avec les 3 dossards distinctifs sur le sprint jeudi. Ouais. Donc, ouais, mais Samuelsson, je le vois pas non plus lâcher le général pour une potentielle médaille aux Jeux Olympiques. Mais s'il est vraiment en capacité de gagner le général, à mon avis, je sais pas. Mais c'est compliqué. 27 points, il a une demi-victoire de retard, donc c'est encore jouable en tout cas.
Ah bah oui, c'est sûr que c'est genre. En tout cas, hein, on a parlé de nos amis norvégiens, hein, chez les hommes. Hein. Emmerich, enfin c'est l'équipe en général. Dur hein, les stats hein, par rapport à l'année dernière, hein, notamment en termes de victoire et de podium hein, par rapport à la France. Ouais, tout à fait. Donc déjà, je tiens à remercier Romain qui a fait les stats parce que j'avais pas eu le temps de le faire. Avec plaisir. Et Merci donc, patron. petit comparatif entre les podiums par rapport à la saison dernière. Donc la Norvège, la saison dernière, on était à 29 podiums au même moment de l'année pour 13 victoires. Cette année, ils en sont seulement à 16 pour 8 victoires. Donc, Oh les nuls ils sont trop nuls, on est victoires et 16 podiums quoi. Oh là là. on n'est pas loin de moitié moins quand même. 29 pour 16. C'est vrai. Ouais. Et côté français, par contre, on a plus que doublé. Au podium, on Mais a ouais. doublé pile. Donc on est passé de 10 à 20. Mais en termes de victoire, on a quadruplé puisqu'on est passé de 1 victoire à 4. Et Ok. pour revenir un peu plus détaillé donc sur garçon-fille, la saison dernière par rapport à cette saison, il y a la saison dernière donc c'était 6 podiums dont une victoire pour les garçons et 4 podiums pour les filles. Et cet hiver donc c'est 11 podiums garçons, 3 victoires et 9 podiums filles dont une victoire. Pour les Français. Ouais, impressionnant hein, notre équipe de France hein, depuis le début de la saison. Donc écoutez, hein, on espère que ces chiffres vont continuer d'augmenter. Tu parlais des filles justement, Emmerich. On va passer à la Coupe du Monde de ces dames. Et même question que pour les hommes. Hein, quelle a été votre course dame du week-end, Emmerich? On t'écoute. Ah c'est chaud hein. Non, je vais choisir la Mastart parce que Elvira, Julia font le doublé. Ça signe le retour en apothéose de Julia. Et premier podium en carrière de Kristina Restsova. Donc c'était une belle course avec du suspense. La fin de course était plutôt chaude. Ça s'est joué quasiment au sprint il y a une belle bataille pour les deuxième, troisième places. Donc la Mastart du dimanche. La Master Dame. Aurélie, entrée, plat, dessert, les trois. Les trois, oui, si possible les trois. Si je dois choisir qu'un plat, je vais prendre la poursuite, encore une fois, parce que j'ai trouvé Julia flamboyante dans la poursuite. Ça faisait vraiment plaisir de la voir revenir à son niveau, ou à ce niveau-là, et j'ai vraiment aimé la course. Ok. Romain. Pareil, la poursuite dame, les mêmes arguments et premier 19 sur 20 en carrière de Julia, donc une sacrée course et un beau doublé Heuberg sur le podium. C'est ça, et puis on l'a dit hein, en début d'émission, hein, les filles, hein, les Françaises n'ont pas quitté une seule fois le podium du week-end. Hein. Grand coup de chapeau, bravo à elles. Donc justement, hein, vous en avez parlé largement dans votre course du week-end. Hein. Julia Simon, c'est la résurrection de la semaine, hein, vraiment. Quel retour en forme hein, pour Julia Simon. La skieuse des saisies semblait au fond du trou après le sprint d'Orfilsen, hein, mais elle a magnifiquement répondu en alignant 3 belles performances, dont 2 marquantes avec ses 2 deuxièmes places sur la poursuite et la Mastart. Est-ce que pour vous, c'est un effet grand bornand ou c'est un retour à la normale pour la Savoyarde? Alors, je sais pas, moi, je t'avoue, mais oui, c'est à mon avis. J'espère en fait que si c'est un effet grand bourdon, que ça amorce un retour à la normale ou que ça pour Julia. C'est compliqué de savoir pourquoi elle n'était pas en forme, pourquoi elle est devenue en forme ce week-end-là, mais j'espère en tout cas que c'est un retour à la normale. Je t'avoue que c'est compliqué, ouais, de savoir. C'est pour ça que je vous pose la question. Moi, je miserais plus un retour à la normale. Alors, c'est le choix du cœur ou le choix de la raison? Ah bah le cœur aurait dit le grand bornand, mais pour moi la raison c'est le retour à la normale, surtout que avec cette ambiance, alors cette pression, ça aurait pu être pire entre guillemets, enfin ça aurait pu être encore plus compliqué. En plus, Emmerich avait posé la question lors du dernier podcast, si oui ou non on devait l'aligner sur le faire cap jouer, du grand bornand. oui, c'est vrai. Moi, elle a parfaitement répondu à la question. Hein. Oui, elle a bien fait d'être allée sur place pour y disputer les courses. Mais ouais, je pense que c'est quand même plus un retour à la normale. Comme il disait, ça ne jouait peut-être pas forcément grand-chose. Les coachs lui disaient ça, ils n'y croyaient pas forcément. Mais voilà, les balles sont passées. Et, enfin, tu vois, ses couchés qui étaient son talon d'Achille sur les dernières semaines, je crois qu'elle est sur un 20 sur 20 sur la poursuite et la Mastart. Hein. Elle n'a pas fait une faute sur ces 2 courses en couché. Hein. Donc, ouais, il y a eu la résurrection, là, le phénix Julia Simon là, au grand bornand. Et est-ce que vous pensez que le
le missile qu'elle a envoyé en interview pour ceux qui voulaient l'envoyer en IBU Cup. Est-ce que vous pensez que c'était pour Emmerich ou pas? Ah bah oui, c'est clair. Hein. Ah oui, oui. Non, j'ai jamais dit Emmerich. ça. Ah Emmerich, je l'ai ressenti comme ça, réponds. non, Vas-y, je réponds à vas-y. ces accusations calomnieuses. Non, je pensais vraiment que... Enfin, j'ai mis l'hypothèse, je vous ai posé la question de savoir si Oui, ça toi avait- c'était si plus ça aurait l'aspect été bien. que le fait que ça soit en France, déjà qu'elle allait pas très Oui. bien, que ça lui remette une pression supplémentaire et que là, elle Voilà. dégoupille totalement. On replace les Ouais, propos je d'Emeric, bien je sûr. m'étais dit que si elle passait à côté de son week-end, ça aurait pu être complètement contre-productif. Ça, c'est une supposition que j'ai émise. Hein. Je suis pas du tout dans sa tête, je fais pas partie de ses coachs ou quoi. Et bah finalement, elle a fait preuve d'une énorme force mentale pour sortir clair. jusqu'à maintenant ses meilleures courses de la saison au moment le moment parfait, hein, le moment opportun. Et c'est preuve du caractère des grands champions, hein, de revenir à ce moment-là, face à son public. Puis, non, c'était beau, quoi. C'était magnifique. Ah, et puis on a senti l'esprit de revanche et puis le soulagement, soulagement, à la ouais, fois voilà, quand ouais. elle franchit à chaque fois la ligne d'arrivée. Enfin, c'est des deuxièmes places qui ont valeur de victoire, quoi. Ah, Et c'était déjà, beau. Ouais. déjà sur le sprint, elle a superbement bien amorcé sa semaine, hein, parce que 8 sur 10, déjà il n'y a pas eu de double faute. Ouais. Pour commencer. Elle finit 12e, hein, je crois, 13e. 13, Elle avait le dossard 13, c'est Mhm. vrai, elle avait le dossard 13 pour s'élancer. Enfin voilà, déjà au sprint, ça commence à sentir bon. Encore Ouais. fallait-il confirmer. Hein, ce Après, moi, je te dans le cache- sport de haut niveau. Je te cache pas qu'après le sprint, j'étais quand même pas non plus serein à 100% de l'avoir Ah qualifié non, pour la bah, Mastart. Hein. Personne, à part elle peut-être, mais oui. Parce C'est que c'était le début du retour en forme, mais fallait encore assurer le lendemain sur la poursuite pour être sûr d'être de la Mastart du dimanche. Hein. C'est ça. Et du coup, elle a le dossard 26, je crois, sur la Mastart. 22. 22. Enfin, alors en d'accord, fait, elle est ok. classée 26e à la base. Oui, mais enfin, elle avant la passe sur Mastart au général. les meilleurs résultats. Mais étant donné qu'il y a eu pas mal d'absentes, 7 du coup, désistants. finalement, elle est passée dans les 25 meilleurs du général. Donc, Ouais. De toute Elle a été façon, qualifiée ça serait d'office. quand même passé sur les 5 meilleurs. Elle aurait été prise forcément. ah bah oui, évidemment. Oui. Ouais. Donc ouais, non, c'est beau retournement de situation, hein, pour la. Ça va faire du Ouais, bien à la c'est- tête pour les vacances. Parce que clairement, si elle aurait fait encore un mauvais week-end, ça aurait été pas de la tarte le Noël là. Ah, Est-ce que sûr vous c'est- pensez que Julia peut jouer le gros globe? Non, je déconne. On en reparlera plus tard de ça. On va pas changer d'avis toutes les semaines, mais en tout cas, bravo à elle. Alors, peut-être que elle va pas jouer le gros globe, hein, mais en attendant, c'est la première française au général, hein, Anaïs Bescon, qui a encore monté sur la boîte sur le sprint avec une deuxième place. Elle connaît une seconde jeunesse en ce début de saison, bien qu'elle ne soit pas si vieille que ça, avec donc avec cette nouvelle deuxième place. Stoppée par la maladie, elle est tout de même, donc je vous le disais, la bleue, la mieux classée au général. Est-ce que vous êtes surpris par ça et pensez-vous qu'elle pourra maintenir son statut jusqu'au bout? Honnêtement, ouais. Enfin, honnêtement, je m'attendais pas qu'elle soit aussi performante. Sur un sprint là, hein. C'est pas Ouais, une mais poursuite justement, ou une en masse, plus hein. sur un sprint, mais même Mm. sur le début de saison, j'avais dit dans le podcast de pré-saison que, alors je l'attendais faire des belles courses comme elle pouvait faire, voilà, quelques coups, qu'elle fasse son travail, enfin, tu vois que ce qu'elle nous a habitués ces dernières années, même si on la sentait quand même un peu en régression la saison précédente, mais là on voit quand même une Alice Bescon qui a 25 piges quoi, enfin, on est retourné quelques années en arrière. Enfin, c'est une autre Anaïs Bescon conquérante là. On voit que c'est une année olympique. On sent qu'elle est beaucoup plus motivée. On sent qu'elle a un but cette saison. Elle en parle souvent que voilà, ces Jeux olympiques l'ont motivée pour relancer une année supplémentaire parce que je crois que c'est après le sprint du Grand Bornand. Hein, elle l'a dit en interview que elle se posait quand même pas mal de questions. Elle l'a pas dit, mais bon, on l'a compris que a pensé peut-être avoir arrêté sa carrière après la dernière saison, mais elle s'est dit, bon bah, il y a un objectif qui est très important la saison prochaine, j'y retourne, et elle s'est donné les moyens de réussir pour aller aux Jeux. Alors les Jeux c'est dans 2 mois, hein, il peut encore se passer pas mal de choses, on va voir ce qu'elle va faire en janvier, mais Ah, et clairement puis ce mois de décembre... l'odeur olympique, hein, elle connaît, hein, les championnes olympiques, hein. Il y a que elle et puis bah, Ouais. Simon, hein, qui Exactement, le et, sont, hein. ouais, et elle a l'expérience en plus, donc ouais, comme agréablement surpris quand même par ce mois de décembre d'Anaïs Bescon que je n'aurais pas imaginé aussi prolifique, autant prolifique qu'elle nous a fait avec donc 2 podiums, je crois, sur ce début d'hiver et
et une belle 7e place au général, première française. Non, chapeau, franchement, bravo, Nanas. Et puis on est tous bluffés sur Biathlon Live, parce que je me souviens d'une discussion qu'on avait eue, notamment sur le fait qu'elle défende son titre olympique. On était quand même sceptique sur le fait qu'elle ferait partie du relais mixte. Là aujourd'hui, on peut plus dire la même chose, clairement. Complètement là. Aujourd'hui, tu la places première relayeuse du relais français. Ouais. Après, à voir si elle tient le rythme après les JO, quoi. Étant donné que c'est la grosse échéance, on a dit à plusieurs reprises qu'elle était forte en année olympique, mais est-ce qu'elle va pas tout relâcher après les JO? Est-ce que elle va maintenir sur son rythme? Il y a combien d'étapes après les JO? Il y en a pas tant 3 que ça, étapes. non? Il y en a 3. 3, ouais. Ah, il y a quand même pas mal de points encore à aller chercher derrière. Ouais. Après, Exact, tout dépend ce qu'elle veut exact. faire aussi en Coupe du Monde. Enfin, je pense que son objectif principal, c'est pas Alors, les pour le la Coupe du général, Monde. bon, elle est première Voilà. française 7ème, mais il y a un trou quand même, avec la 6ème place. Ouais. On va en parler du général dans quelques instants. Mais Je pense que mais tant voilà. qu'elle va chercher des bons top 10, même quelques podiums encore, et qu'elle brille au jeu, la saison sera réussie. Peu importe après ce qu'elle fait après les jeux, en termes de classement général. Voilà, C'est clair, 2 podiums en Coupe du Monde, elle le disait après son premier podium. Elle-même n'aurait pas forcément misé là-dessus, elle avait des doutes. Forcément, surtout sur un sprint en plus. C'est, Ah bah ouais. Et là, sur un sprint, waouh, ouais, c'est. que clairement, on sait qu'elle peut se démarquer avec son tir. Sur Elle une l'a course à fait 4 tirs, ouais. à Östersund sur la poursuite. Mais sur un sprint, clairement, où certes le tir est important, mais faut quand même être très rapide sur 7,5 km. Ouais, chapeau. En plus, dans le même temps que Marthe Holzbou en temps de ski. La différence est faite sur le tir. Non, franchement. Ouais, Rien à chapeau. dire. De toute façon, d'une manière générale, bravo aux Françaises, parce que c'est vrai que bon, cette histoire de dossard jaune, de bataille franco-française a un peu vampirisé, peut-être un peu plus médiatiquement la bulle du Grand Bornand, mais elles ont fait un super week-end, les Français, enfin du moins Julia Simon et Anaïs Bescon, donc Ouais. affaire à suivre. Il y a toujours une Française en fait placée quand les autres ne sont pas là. Enfin, C'est ça. C'est ça qui est ça. bien. C'est ce qui manquait les dernières saisons. C'est que maintenant il y a toujours une Française qui est bien placée à chaque course. Et c'est bien, C'est c'est ça. bien qu'il y ait des résultats chez les filles et chez les garçons. Enfin voilà, c'est top. Ok. Ben justement, les autres françaises, on va en parler tout de suite, avec un petit mot sur chacune d'entre elles. Aurélie, si tu veux nous parler de Justine et puis d'Anaïs Chevalier-Boucher, on t'écoute. Ouais, alors elles ont eu un week-end plutôt compliqué toutes les deux. Anaïs Chevalier finit 25e du sprint avec un 9 sur 10 et un 35e temps de ski. Justine, elle finit 31e du sprint avec un 7 sur 10, malgré un temps de ski canon. Pour la poursuite, elle partait de loin, donc c'est vrai qu'il y avait pas forcément des grosses places à aller chercher, mais elle remonte quand même. Anaïs Chevalier finit à la 14e place avec un 16 sur 20. Justine finit à la 17e place malgré un 15 sur 20. Et enfin, pour les mass start, Anaïs Chevalier finit à la 14e place à nouveau avec un 17 sur 20. Et Justine, malgré le premier temps de ski, finira à la 15e place avec un 15 sur 20. Anaïs Chevalier-Boucher, elle marque un peu le pas là, depuis la semaine d'avant, enfin depuis Orphilson, un petit peu plus. Elle l'avait dit il me semble. Alors je sais pas si c'est les interviews qu'il y avait sur la chaîne L'équipe ou les interviews dans le stade. C'est le premier week-end de la saison où elle sent que elle est là, mais ça répond pas quoi. Ouais, c'est sur la chaîne équipe, je crois. Ouais, c'est sur la chaîne L'équipe du coup. Bon, peut-être elle l'a dit à ou deux, mais en tout cas elle l'a Ouais, dit c'est sur la possible. chaîne équipe. Ouais. Ouais. Bah oui, de toute façon, il y a forcément. C'est rare de connaître toute une saison sans au moins un trou en plein milieu, quoi. Donc, Sauf si tu t'appelles Elvira Martin Berg. Martin ou Johannes, je m'attendais à ça. Elvira, on verra, Ouais. la saison n'est pas finie. Oui, Doucement, on en parlera. j'ai spoilé La suite. Justine, on en est toujours au même constat, du feu sous les skis, elle est incroyable, Enfin, honnêtement, elle remonte la piste comme une fusée, le tir, toujours le point faible, Donc, Ouais. Quelle frustration Ouais. d'aller si vite à ski et de pas réussir à suivre au tir. Ouais. Par contre, elle a totalement inversé la tendance par rapport à la saison dernière. Oui. La saison dernière, elle était hyper régulière au coucher. Elle était à 80%. Cette année, elle chute à 70%. Et au debout, elle passe de 73 à 80. Enfin, c'est le monde à l'envers totalement.
sur ses moyennes de tir par rapport à l'hiver dernier. Donc c'est assez surprenant quand même de passer dans le biathlon. Je sais pas si il y a des biathlètes qui vous viennent à l'esprit en parlant de ça, mais... Ah bah là, les statistiques, Emmerich, c'est toi. Ouais, c'est toi. Non, ouais. mais je sais pas, des biathlètes dans l'histoire qui étaient très bons au coucher, puis moins bons au debout, puis qui sont devenus l'inverse, je sais pas, ça me... Je dois... Voilà, Non, J'ai On va pas vous tout dire, en l'historique tout du cas- biathlon en tête, mais ça me vient pas comme ça tout de suite. En tout cas, Justine, on a hâte que le tir s'améliore, hein. Même un petit peu, pas des 20 sur 20 tout le temps, hein, mais rien que quand Ne on voit serait-ce que sa vitesse à ski, 3-4%, déjà de mieux. ah ouais, ça pourrait faire des différences Ah. énormes pour le reste. Ouais. Ok. Emmerich, un petit mot sur Chloé et Caroline. Ouais, donc ça va La, aller sme- vite. la hein. semaine s'est malheureusement finie très tôt, hein, pour nos deux Françaises. Ouais, on en a une qui était malade, qui a eu un début de sinusite, je crois, c'est ça. Ouais. Et donc c'était Caroline, elle termine 93e du sprint à 6 sur 10 et le 80e temps de ski, loin de dur, ses hein, standards. sa ouais. course. Hein. Ouais. Elle est partie dans les dernières. Et Dernier tout, et c'est vrai dossard. que ouais, dernier dossard, ça a été un peu le chemin de croix pour elle l'a dit. Ça a été un Ouais, peu parce qu'elle nous habituait plutôt à tourner vers les 30e, 40e temps de ski, un petit peu au-dessus quand ça allait très bien. Là, 80e temps de ski, c'est... Non, ça s'est Ouais. vu, elle était en larmes à la fin. Ouais, mais c'était à difficile, domicile hein. aussi. Ouais. À domicile, ça a dû être dur de faire une course comme ça quand tu sais qu'il y a le public qui est derrière Ouais, toi. ouais. Bon, Puis quand t'es la 6e du groupe, que ta place a été mise déjà en concurrence avec des plus jeunes l'hiver dernier, cet hiver. Quand t'as Paula Beauté qui performe. Ouais, on va en reparler encore après, mais ouais, ça doit pas être Romain facile. hein. milite secrètement pour la montée de Paula Beauté dans le Mm. groupe A, je vous le dis. C'est une breaking news, chers Non, mais auditeurs. Romain, on va en parler tout à l'heure, mais c'est logique. Enfin, là, tout Oui, est, oui, non, tout non, mais est bien aligné sûr, bien pour que Paula Beauté monte. Hein, Ouais. voilà. Et du coup, Et quant à Chloé, ouais, voilà, un petit mot sur Chloé. Donc, elle passe pas bien loin de la poursuite. Elle termine 64e à 7 sur 10 et 34e temps de ski, juste devant sa sœur aînée. ok. Bon allez, on referme le chapitre française, on va parler du général, hein. Malheureusement là on ne pourra pas associer les deux. Mais avant de débattre, hein, Emmerich, un petit rappel justement sur le podium de ce classement général. Ouais, tout à fait. Donc, Marthe toujours première, cette fois-ci avec 417 points. Ça fait 30 points d'avance sur Elvira Heuberg qui gagne 2 places au général et qui pointe donc à 387 points. Et 3ème place, toujours Dinara Limbekava, 327 points. Chez les tricolores, donc on a Anaïs Bescon juste devant Justine Brézaboucher, donc elles sont 7e et 8e. Anaïs Chevalier pointe à la 10e place. Julia 20e qui a récupéré énormément de points avec sa double 2e place ce week-end. Elle gagne 34 places au général. Et Chloé et Caroline, donc, qui ont participé malheureusement qu'au sprint, ont reculé un tout petit peu au général. Elles sont 38e et 59e. Merci Emmerich. Donc justement, Martelsbou et Elvira Heuberg, hein, Elvira Heuberg qui a réalisé une semaine magnifique, 3ème du sprint et 2 victoires, hein, sur les poursuites et à Mastart. Et ben nos deux drôles de dames, la norvégienne et la suédoise, elles semblent avoir pris le large au classement général, hein, vu ce que tu viens de nous dire Emmerich. Est-ce que vous pensez que le gros globe se jouera entre ces deux prétendantes? Si on s'en fie qu'aux chiffres, effectivement, on peut croire que oui. Mais il faut faire attention. Mais... Faut faire attention aux Biélorusses. C'est surtout ça. Ouais. Hein. Ouais. Alimbekava et Sola, elles sont quand même... elles sont passées un petit peu à côté ce week-end, surtout Alimbekava. Mais il faut faire quand même attention à elles. Après, de là à tenir toute la saison, elles vont les embêter tout l'hiver, je pense. Marthe, très régulière. Je continue à penser... Enfin, moi, mon pronostic reste sur Marthe pour la fin de saison. Mais Elvira, si elle fait encore des week-ends comme elle a fait ce week-end, si elle aussi, à l'image de Justine, gagne 3-4% de précision au tir, mais un peu plus de balles dans le noir, ça va être compliqué pour Marthe. Donc, pour le podium, ça risque de bouger un tout petit peu. Les deux premières places, ça va jouer entre les deux et ça va être très serré, je pense. À mon avis, ça va jouer comme la saison dernière, hein, jusqu'à peut-être pas la dernière course de la saison, mais ouais, le dernier week-end, quoi. Hauser, Heuberg, Emmerich, ça, pour toi non? Non, Ça fera Anna, pas elle a clairement dit que c'était Anna les Heuberg, JO, bien sûr. donc non, Ouais. je pense pas du tout qu'elle va aller Mais, jouer. mais
Si Marthe aussi a clairement dit que ce serait. Alors, je sais qu'elle est leader du général, mais elle a clairement dit que le général, c'était pas son objectif prioritaire de la saison. Là, par contre, j'ai pas envie de la croire, hein, clairement. Elle va quand même sauter une étape parce que justement, elle dit elle fait comme elle avait fait il y a Oui. 2 ans. Mais ça peut être Où elle, bénéfique, ça peut être bénéfique de sauter cette étape-là, de sauter une étape, je suis d'accord. Mais quand t'es en tête du général, avec une marche pareille sur le troisième et tout, enfin, de dire que ça l'intéresse Mais- pas. Elle était combien quand elle avait sauté l'étape du Grand Bornand, justement, parce qu'elle avait comme priorité les mondiaux d'Antols? Elle était pas loin au général non plus, elle pouvait jouer le général aussi, Ouais, mais elle elle était pas avait mis première, quoi. Elle n'était pas première, mais elle va pas cracher sur le général, Ah, hein, bah c'est non. pas ce que je dis. Ah, bon, ça va, alors on est rassuré. Mais elle a dit que elle comptera les points après les Jeux Olympiques. Il sera temps de le faire et que sa priorité cette saison, c'était les Jeux Olympiques. Je pense que j'ai grillé beaucoup de jokers en fait. Je suis désolée. Ouais, là, en fait, tu as grillé tes jokers jusqu'aux Jeux Olympiques, du coup. Ouais, ok. Voilà, j'ai comptabilisé. Donc, ouais. Ok, bon, en tout cas, Elvira Heuberg, alors, moi, j'ai l'impression que Marthe, Reuseland, elle avance un peu à pas feutrés. Elle est toujours cachée dans l'ombre. régulière. Ouais, non, c'est ça. Elle fait des super performances, Ouais. mais c'est efficace. Hein, la preuve, elle est largement en tête. Elvira Heuberg, c'est le feu, quoi. Elle est Ouais, il y en a incroyable. une qui éclate Ah, ça- tout à l'écran et l'autre qui est tapis dans l'ombre et qui continue de faire son petit bonhomme de chemin à toujours être placé et engranger des points importants, quoi. 22 ans, hein, je crois, Elvira Heuberg. Hein. Ouais, 22 ans. Hein. C'est un peu ce qu'on a vécu l'an dernier avec Jonas Beu et ce tour-là. Ce tour-là, c'était la sensation, il Ouais. crevait l'écran. Après, même si c'est toujours agréable de voir Jonas Beu courir, voilà, c'est un bel athlète à voir. Mais alors, je dis pas que Martin non plus, que Martin est moche à voir courir, mais non, mais Elvira, c'est l'éclosion d'un talent là ce week-end. On savait qu'elle allait gagner, mais il fallait savoir quand. Et là, elle l'a fait doublement en plus. D'ailleurs, elle a fait un peu une Johannes Beu au Grand Bornand. Johannes, ses premières courses, qu'il avait gagné, c'était voilà, en France, en faisant aussi un doublé. Là, elle a fait Ouais. pareil en plus sur 2 courses à 4 tiers. On aurait peut-être pensé qu'elle aurait fait ça, sa première victoire sur un sprint plutôt. Et non, elle a été très impressionnante et Enfin, ouais, le chapeau, jus qu'elle met sur le sprint, là, malgré ça ses affirme- 2 fautes, quoi. Enfin, c'est... ouais, mais elle est là, elle est sur une autre planète, sur les skis. Enfin, il y a Ah, Justine c'est Breza qui est sur sa planète, sur les skis, mais on va dire performance cumulée. Ce week-end, en tout cas, clairement, franchement, gros job. Là, elle est rentrée dans les grandes, là, dans la cour des grandes. Ouais, on verra si ça tient sur la saison, hein, parce que, Ouais, encore c'est une la fois, grosse je rappelle, interrogation, hein, elle ouais. est très très jeune, elle a 22 ans. Donc, L'expérience joue pour Marté, ça c'est sûr. Alors, celle qui en a de l'expérience et qui a même un gros globe en poche, hein, c'est Thierry Lecoff. Et bah, Thierry elle a quitté le Grand Bornand après le sprint, hein, malgré une course encourageante. Elle a disparu des radars à partir de la poursuite. La question que je vais vous poser, c'est déjà, avez-vous été surpris par ce choix? Ouais, moi j'ai été surpris. Justement parce que tu l'as dit, parce qu'elle était plutôt quand même bien placée après le sprint, 11e. Je crois qu'elle a terminé 11e du sprint. Ouais. Il y avait quand même un coup à jouer sur la poursuite, elle n'était pas non plus larguée. Enfin, l'exemple type, Julia Simon, qui est 13e, qui finit 2e, Bah ouais. qui n'était pas non plus dans une dynamique incroyable avant cette course. Donc, je peux comprendre qu'elle puisse vouloir arrêter avant le Noël, mais elle a quand même pu au moins participer après, c'est mieux que moi évidemment ce qu'elle doit faire, mais je trouve que c'est dommage qu'elle n'ait pas participé quand même à la poursuite. Voilà. Elle a laissé Ingrid toute seule, elle a pleuré. Voilà. Mais oui, parce qu'au final, Ingrid aurait très bien pu aussi partir plus tôt aussi, parce que bon, ça marche pas très fort aussi pour 50 copines. Là, Ouais, je rigole, mais Ingrid, on l'a vu sortir en pleurs à la fin de la Mastart. Hein. Ouais, bah, pleurer aussi, je crois, Aurélie Orfeljan aussi. Ouais. Elle pleurait aussi en interview après course. des Elle infos, avait les Aurélie, larmes aux yeux, en tout cas. Des infos en Norvège, Aurélie, sur Thierry Lecoff, sur son départ précipité? Non, Thierry, je pense qu'au-delà du résultat du sprint, qui était certes pas un mauvais sprint, je pense que justement, elle sent que les jambes répondent pas, quoi. C'est pas elle sent que ça va pas, ça n'avance pas, du moins pas comme elle est habituée ou elle aurait envie.
Elle avait déjà émis l'hypothèse, c'était il y a 2 semaines. Je crois ce qu'elle avait besoin, c'était du repos, mais ce qui lui avait pas été accordé. On lui a dit que non, ce qu'elle avait besoin, c'était de courir, de porter le maillot, d'engranger de la confiance. Et puis bon, bah, je pense que là, ça a été peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder son vase. Je sais pas, mais non, on sait pas trop. Hein. C'est pareil, c'est un peu l'interrogation. Elle a témoigné sait quand même. pas, elle- On en a fait un article sur le site. D'ailleurs, tu m'as aidé en plus. Oui, alors, oui, certes, mais elle sait pas. Elle pense que, enfin, Elle parle du mois de novembre, je elle, crois. elle dit pas clairement ce qu'il y a. Elle dit juste que le mois de novembre, il y a eu beaucoup d'erreurs ou de. Bon, elle dit il y a eu beaucoup de merde ou de choses comme ça. Elle dit on sait pas. Elle explique pas ce que c'est. J'imagine que c'est des erreurs d'entraînement ou de staff. Je sais pas. Mais par contre, quand tu lis entre les lignes, c'est vrai qu'elle parle d'un surentraînement. Enfin, on comprend qu'elle parle d'un surentraînement, je pense. Ouais, Je pour pense que c'est ce maintenir, problème-là. pour être performante physiquement, ouais. Ouais. Et elle dit que les muscles répondent pas comme ils veulent. Les muscles enfin, sa musculature est pas au top et qu'elle a besoin de repos et de retrouver un équilibre physique. Je crois que c'est ce qu'elle dit exactement. Ok. Mais bon, mais elle sait pas. En tout cas, si elle sait, elle dit pas clairement ce qui va pas, mais ou à cause de quoi, en tout cas. Mais elle pense qu'elle a besoin d'un peu de repos et je pense qu'elle a besoin de penser à autre chose. Je sais pas. Mm. En milieu de saison, c'est compliqué. Et tiens, au milieu de tout ce, au milieu de tout ce marasme qui se passe avec les biathlètes norvégiennes, vous savez que la deuxième biathlète norvégienne au général n'est même pas norvégienne. Elle est norvégienne et belge. Il s'agit de Lotte Lie. Ouais. C'est quand même un con, Ouais. quoi. Ouais. Se dire Ouais. que la deuxième norvégienne au général, Quand on parle d'arbres qui masquent la forêt, là on y est typiquement. elle hein, représente pour même les- pas le pays. Ouais. Pour les Norvégiennes, Tendrevold, Holsbu est vraiment l'arbre qui cache la forêt norvégienne là. Hein, Bah, au milieu de tout Après, ça, c'est- Ouais. Aurélie, tu dois mieux savoir. Enfin, les années dernières, les années précédentes, ça représentait pas forcément ce qu'on avait eu les dernières années. Parce que là, Non, c'est vrai. avant, oui, on a eu, il y a ces 2 dernières saisons, on avait donc Marthe, Tyrrell, Ingrid Tendrevold. Avant, si je me souviens bien, il y avait quand même souvent qu'une grosse leader qui était devant, hein. Comme Tora Berger. Hein. Enfin, Bah, je pense qu'il fallait remonter à Toura. Pardon. Tyrrell a toujours fait des bonnes performances, mais elle a toujours été quand même assez irrégulière jusqu'à il y a récemment. Et c'est vrai que souvent le féminin en Norvège, c'était pas non plus les grandes courses qu'on attendait parce qu'il y avait pas vraiment de grands résultats réguliers à attendre. C'était plutôt les résultats un peu surprises. Quand ça arrivait, la première victoire de Tyrrell, je crois que je crois que j'y étais, c'était à Oslo en 2016. C'était un peu aussi à la surprise, un peu la surprise générale. D'ailleurs, je crois même que le lendemain, Tyrrell était tellement surprise c'était un sprint qu'elle avait gagné. les mondiaux, Lors de la poursuite, elle avait même pas couru. Elle avait dit elle en avait tellement pas dormi de la nuit, de joie d'avoir gagné que. Le lendemain, elle avait déjà fini ses mondiaux en fait. Elle avait déjà gagné. Elle jouait plus vraiment en fait. En tout cas, je pense que pour conclure tout ça, hein, je pense qu'on peut le dire officiellement aujourd'hui devant vous tous, chers auditeurs, hein, elle ne bluffait pas. Voilà. On va terminer le sujet. Juste- Pas de bluff pour tirer les coffres. Le mot de la Oh là, Emmerich veut répondre. Non, juste le mot de la fin, c'est pour revenir sur Lotte Lie. C'est pas pour dénigrer son niveau ou quoi que ce soit, hein, c'est juste que c'est quand même. C'est un fait à noter, quoi. Je ne dénigre en rien son niveau parce qu'elle réalise au-delà de ça Et- sa meilleure saison en carrière. Hein. Et d'ailleurs, ça lui permet normalement de gagner sa place pour les Jeux. Parce que Ouais. son quota n'était pas, N'était pas encore certain. gagné. Et donc, avec ses bons résultats, normalement, elle devrait être au Jeu. Donc, c'est Et une tu bonne as des- nouvelle pour elle. Mais elle est norvégienne. Hein. Ouais. Elle a un parent belge, mais c'est vrai elle vit en Norvège, elle s'entraîne en Norvège. Ah, elle a quand même des origines Elle est- belges à la base. Ouais, quand même. c'était ma question de savoir si tu avais des infos. Oui, je sais plus si c'est son père ou sa mère, mais un de ses Ah, parents est belge. ok. Mais par contre, elle a grandi en Norvège. Elle vit à la norvégienne. Elle a toujours été dans des clubs norvégiens. Par contre, elle n'avait pas le niveau pour intégrer l'équipe A norvégienne. Donc du coup, elle a été. Ok. Comment dire, Du coup, c'était une belle revanche. Eh pour bah elle, ouais, pour c'est un beau pied Ah de oui, nez, cette vraiment. saison en tout cas. Ouais. Sur cette Ouais. saison. Ok,
Allez, avant de conclure sur la Coupe du Monde, juste je vous fais un petit rappel. Dossard bleu, c'est toujours Samuelsson qui est en tête. Chez les dames, c'est Elvira Auberg. La jeunesse appartient à la Suède, apparemment, cette saison. Donc voilà, on peut signaler que les deux Suédois ont fait un beau trou sur leur poursuivant. Ils sont bien partis pour remporter ce Dossard bleu. Allez, on referme la page Coupe du Monde. On passe à l'IBU Cup. C'était aussi cette semaine. C'était où les gars déjà? À Aubertillac. Auberg, voilà, c'est que je voulais que vous le prononciez parce que là, j'aurais fait forcément une faute. Donc voilà. Ouais. Aubertillac. Suisse, Autriche. Autriche. Bien sûr, c'est pour voir si vous aviez une bonne géographie. Écoutez, on vous écoute. Aymeric ou Romain, je ne sais pas qui veut nous annoncer les résultats. Ouais, je vais y aller Aymeric, vite parce qu'on a déjà pas mal de temps de podcast, ça va être long pour vous. Donc on va revenir principalement sur les résultats des Français. Donc sur les sprints, les Français ont été plutôt bons. Paula Beauté, elle passait pas très loin de la victoire, même à 3 centièmes, pour vous dire. Elle termine deuxième derrière Anastasia. 3 dixièmes, excusez-moi. Derrière Anastasia Shevchenko et Emilien Claude qui échoue, lui, juste au pied du podium, 4e. Sur les individuels, meilleure performance a été 2 fois une 15e place, Emilien Claude et Lou Jean Monod. Et sur les relais mixtes, alors relais mixte normal, ça a été un peu compliqué, les Français terminent 8e après avoir été à un moment en tête de la course. Et le relais mixte simple, il termine au pied du podium, 4e. Ok, Romain, 2-3 mots sur cette semaine des BU Cup. La confirmation que Paula Beauté est en très grande forme. Votez Paula Beauté. Voilà, c'est les élections l'année prochaine, donc exactement. Mais 4 podiums pour la jeune Vosgienne qui vient de fêter ses 21 ans il y a un ou 2 jours. Je crois que c'est un bleu garçon ou fille qui fait 4 podiums qui monte pas en Coupe du Monde. Je crois que c'est jamais arrivé. Donc ouais, c'est ce que j'allais dire. Trêve de plaisanterie, elle est plus qu'en pôle pour. Clairement, pour là, en plus on a vu des performances en Caroline, Coupe du Monde chez les filles, même de Caroline, pour 6e femme. La place serait complètement méritée pour elle de monter et moi je serais intéressé de la voir et gros potentiel surtout à ski là, c'est à clairement monter de niveau là et elle a quel âge 21 ans, elle vient d'avoir 21 ans il y a 2 jours là. Ah ouais, ok. Donc c'est une jeune fille très prometteuse là et ça va être intéressant à voir. Ok. Alors, on va voir ça dans les prochains jours si sélection. Chez les hommes, à votre avis, ça va bouger ou pas? Non. Ok. Emilien, il a laissé passer sa chance, je pense, en début de saison. Et là, Eric, il a chopé ses premiers points en Coupe du Monde, même s'il se qualifie pas pour la poursuite au Grand Beau. Il a fait preuve il a montré beaucoup de belles choses et je pense que il a quasiment assuré sa place pour le début de 2022. Après, on a l'abri de rien. Et puis il y a une place de coiffeur aussi pour les JO, mine de rien, même si c'est remplaçant. Ça paraît un peu compliqué quand même pour les JO, faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Si, pour en réserviste, les 5e et 6e, c'est pour l'instant ils y vont. Ouais, mais est-ce que ça a un intérêt de l'envoyer pour... Sinon, ils m'envoient, moi je veux bien y aller, pas de soucis. Oui, je pense que ça a plus qu'un intérêt, c'est sûr que ça serait une super expérience personnelle, mais... Ouais. De toute façon, ils vont pas envoyer un moins de 15 juste pour pas les enlever. Non, sinon tu les envoies juste à 5 et... et comme ça contrecarre avec... Ouais, non. Ouais. Le fait d'avoir pas sélectionné de 6e fille la saison dernière pour la dernière étape, je sais pas. Ok. La prochaine étape, Romain, d'IBU Cup, c'est où et quand? C'est à Bresno-Ostli, en Slovaquie. À la place, ça devait être à Doužnický Zdroj, en Pologne, mais il y a eu un changement et du coup, il y aura double étape en Slovaquie à partir du 8 janvier. Ok. Un petit point news avant d'annoncer le programme de la prochaine étape. Deux actus sont tombées. Donc une qui concerne la saison 2013-2014, Romain, avec un gros globe peut-être remis en jeu. Peut-être, même tout simplement remis en jeu. On sait qu'en 2013-2014, le classement général féminin est revenu à Kaisa Makarainen. Mais entre-temps, il y a eu des affaires de dopage du côté de la Russie, notamment de la Russe Olga Zaitseva, qui a été donc accusée de dopage. Et donc tous ces résultats ont été
enlevée, bannie, enfin, elle n'a plus rien dans tous les classements, dans tous Et la grande gagnante. les médailles. Et Et ouais, Dakar. la grande gagnante, enfin, la grande gagnante un peu gênante, hein, enfin, qui est un peu gênée sur ce coup-là, c'est Thora Berger. Donc avec tous les résultats enlevés, tous les classements refaits, finalement, c'est Thora Berger qui a le plus de points sur le classement général. Et donc la Norvégienne a remporté donc la Coupe du Monde. Mais l'IBU est assez gêné d'enlever Bah le globe à Kaisa Makarainen. Donc là, ils sont en train de voir pour trouver un arrangement, un compromis. Et je pense qu'on va se diriger plutôt pour un globe, gros globe partagé entre les deux. Et je trouverais que c'est la meilleure solution, en tout cas envers Makarainen, ce serait très respectueux. Ah bah, on est d'accord parce que on en a discuté entre nous cette semaine. Bon, encore retirer Zaïtseva, ok, dopage, on est d'accord. Mais là, il retire chaque point sur chaque course, donc ça rebrasse tous les classements. Ouais. On sait très bien comment ça se passe. Si on joue une 3e place ou une 8e place, on va peut-être pas se battre pareil sur une course. Enfin, je trouve ça totalement démesuré. Pour moi, ils auraient dû déclasser Zaïtseva du général. Lui enlever ses prize money et tout ça et laisser tel quel quoi. Enfin, Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est vrai. Complètement d'accord. C'est un peu dur. Surtout que Zaïtseva a fait une grosse saison en plus, donc ça a eu une Ouais. grosse importance. Enfin, il y a un impact quand même. Bah, on voit l'impact sur le classement général. Il y a quelques points d'avance pour la Finlandaise. Et finalement, les quelques points sont passés maintenant à l'avantage de la Norvégienne. Et c'est assez gênant quand même cette affaire, cette histoire, parce que Peut-être une mauvaise nouvelle pour Kaisa Makarainen. Par contre, la bonne nouvelle, c'est pour les téléspectateurs du biathlon français, Romain. Le biathlon reste en clair jusqu'en 2026. et oui, et même Emmerich était en avant-première pour voir ça. C'est Messaoud Bentarki qui a lancé la nouvelle dans le stade du Grand Bornand. Après, il y a eu un petit clic donc, pour annoncer la nouvelle que la chaîne d'équipe renouvelle son partenariat de diffusion donc, du biathlon, de la Coupe du Monde, de 4 années supplémentaires donc, sur le prochain cycle olympique qui va nous amener après à Antols au jeu de Milan-Cortina. Donc, exactement. C'est énorme, des contrats de 4 ans, comme ça. Enfin, c'est super. Mais Ouais, c'est bien, ouais. Voilà. Donc, Ça, voilà. puis bon, Petite anecdote, il n'y a pas que les biathlètes qui ont été encouragés par leur fan club au Grand Bornand, puisqu'il y avait le fan club de Messaoud. Oui, on a vu ça à la télé, ouais. Ouais. Il y a Anne-Sophie Bernardi qui a filmé le fan club d'ailleurs avant les Mastart. Et ouais, non, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le biathlon français, pour nous tous. Voilà. Ça fait plaisir aussi d'avoir les commentateurs en cabine, sur place. Ouais. Alors même sans parler du Grand Bornand, où là ils ont sorti le grand numéro, bien sûr, mais d'avoir Alexis Boeuf et Anne-Sophie Ouais, Bernardi sur place. J'étais content de voir Alexis en bord de piste. C'est toujours plus sympa, je trouve, et ça nous rappelle les bons souvenirs des dernières années aussi. Enfin voilà, ça nous rappelle le bon vieux temps avant cette période un peu Pré-Covid. compliquée. Voilà. Et malheureusement, même si on n'a pas la réponse, mais on n'est pas sûr de les revoir sur place sur les prochaines étapes. Ouais, c'est ce que nous disait notre chère Marine, qu'apparemment il se murmurait qu'il n'y a pas de public sur toutes les autres étapes. On est certain qu'il n'y aura pas au Oberhof. Pour les autres, apparemment, ça s'annonce compliqué. Et les Jeux Olympiques, évidemment, aussi, mais bon, voilà. Ça va de soi. Ça sera différent. Ok, justement, Oberhof, Romain, c'est la prochaine étape de la Coupe du Monde, l'année prochaine, on peut le dire. Un petit topo sur le programme ? Ouais, exactement. Alors, on va donc retrouver Oberhof et son beau brouillard, alors qu'on n'avait pas eu l'an dernier. Je le dis. C'était même Martin en avait parlé. C'est vrai, donc soyons honnêtes, soyons droits envers ce site mythique quand même. Faut vous rappeler, c'est quand même l'une des mecs du biathlon avec RuPaul. Donc, ça démarrera le 6 janvier avec un sprint homme à 14h15. Ce sera également la même horaire le lendemain, le 7 janvier pour les dames. Le 8 janvier, le samedi, nous aurons droit au premier relais mixte traditionnel à 12h15 et le mixte simple à 14h45. Et enfin, nous terminons le dimanche, le 9 janvier, à 12h30 et 14h45 avec poursuite hommes et poursuite dames. D'ailleurs, à préciser, Romain, il me semble que ce sera le seul relais mix préparatoire au JO en fait, de la saison. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que d'habitude, on avait souvent des relais mixtes en ouverture, mais là, il n'y en a plus depuis 2 saisons. Et ouais, exactement. Après, nous aurons droit à des relais hommes et femmes, ouais. Sachant qu'il n'y a pas de relais mixte simple au JO. Non, pas encore, en tout cas.
pas sur les prochains. Ok, bon, bah écoutez, un podcast un peu plus long que d'habitude, hein, mais voilà, hein, l'étape du Grand Bornand avec tous ces résultats, il y avait beaucoup de choses à dire. Un grand merci à toutes et à tous pour nous avoir écoutés comme d'habitude. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Et puis pour toutes les infos, c'est le site biathlonlive.com où vous pourrez dépêcher toutes les informations de la planète biathlon. Romain, Émeric, Aurélie, un grand merci à vous. Ouais. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année, un peu comme nos auditeurs également. On vous souhaite de très très bonnes fêtes. Et bien écoutez, on se donne rendez-vous donc en 2022 pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Ciao tout le monde. À Salut. plus, bonne fin d'année. Salut, joyeux Noël.